Salut, vous êtes bien sur la chaîne de Cozorex. Aujourd'hui une nouvelle vidéo avec ma Honda Cityfly 125. Alors pas dans ma dernière vidéo qui portait sur un scooter, mais dans celle d'avant, je vous ai présenté cette moto, je vous ai dit ce que j'en pensais, etc. Faut savoir qu'au moment où je vous ai sorti la vidéo en question, je venais de m'acheter cette moto, donc je la connaissais pas forcément très bien. Aujourd'hui j'ai parcouru environ 2000 km depuis que je l'ai. Donc je la connais vraiment mieux. J'ai pas mal roulé, que ce soit en ville, à la campagne ou même dans les chemins, dans la forêt, etc. Et donc aujourd'hui, cette vidéo, ça sera vraiment un avis détaillé sur cette Honda Cityfly 125. La vidéo risque de durer un peu, mais j'ai remarqué que vous aimez bien les vidéos un peu plus longues, donc ça tombe bien. Premièrement, ce que je peux vous dire, s'il y a un mot qui devrait définir et décrire cette moto, c'est le mot polyvalence. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit dans ma vidéo avec la Honda Cityfly 125, en fait elle est très polyvalente. C'est-à-dire que si vous voulez une moto pour aller au travail tous les jours, eh bien vous pouvez. Et elle est très bien capable de le faire parce que finalement, même si elle a à peu près un look de scrambler, c'est plutôt un petit utilitaire on va dire. En revanche, si vous voulez faire des trajets un peu plus longs, par exemple je sais pas, plusieurs dizaines de kilomètres pour aller faire une petite balade, même un mini road trip éventuellement. Vous pouvez le faire aussi, même si c'est vrai que vous allez vite être limité par le confort de la selle qui n'est pas optimal, mais ça peut le faire quand même. Mais surtout, j'ai envie de vous dire, surtout si vous voulez vous amuser dans les chemins, en forêt, eh bien vous le pouvez. Pourquoi? Parce que la garde au sol est très très bonne. Si je dis pas de bêtises, on a presque 30 cm, il me semble, ou environ 30 cm de garde au sol, si je dis pas de bêtises. Ce qui est vraiment énorme. En plus de ça, on a un sabot moteur. Bon, malheureusement, il est en plastique. Voilà. Je vous en ai parlé dans ma vidéo avec cette moto, je vous en avais déjà parlé, pardon. Il est en plastique, c'est un peu dommage, je trouve. Mais voilà, vous avez quand même un sabot moteur, il est là, il est présent, il est utile. Et en plus, il est beau, hein. Je trouve que ça rentre bien dans le style de la moto. Et surtout, regardez-moi ces pneus, que ce soit à l'avant ou bien sûr à l'arrière. Alors ce sont des pneus Pirelli MT60, il faut savoir que ce ne sont pas les pneus d'origine. C'est-à-dire que d'origine vous avez des pneus de route, donc si vous voulez pas aller dans les chemins et tout, gardez les pneus de route finalement. Mais si vous voulez un peu plus de polyvalence pour aller dans les chemins, dans la forêt, faire un peu de off-road, eh bien vous le pouvez grâce à ces pneus qui sont magnifiques. Bon déjà esthétiquement, ça lui donne un look vraiment scrambler, tout terrain, etc. Et surtout, ils accrochent vraiment bien. Et ce qui est bien, c'est que sachant que c'est pas des pneus cross non plus, d'accord, c'est entre des pneus route et pneus cross. Ce qui est bien, c'est que même sur route, sur sol mouillé, vous n'allez pas glisser. En fait, ça glisse pas du tout, ça adhère bien, même sur le bitume. Et puis dans les chemins, bien évidemment, je vous en parle pas, ça accroche super super bien. Alors bien sûr, pas comme des pneus cross, mais ça fait largement le taf. Donc voilà, tout ça pour vous dire que cette moto est super polyvalente. Ce mot, je vais le répéter environ 50 fois dans la vidéo, mais c'est vraiment le mot qui décrit cette moto. Je tiens à préciser que c'est une moto à carburateur. Avant ma YBR, pour ceux qui s'en rappellent, j'ai fait pas mal de vidéos avec, c'est une moto à injection. Il faut que je vous dise la vérité, c'est vachement moins pratique d'avoir une moto à carbu. Bon, je vous parle de carbu et je vous montre le robinet. Je vais vous montrer le carbu quand même. Le voilà. Mais oui, tout ça pour dire que c'est quand même moins pratique d'avoir une moto à carbu. Parce qu'en l'occurrence, celle-là, quand elle est froide, il faut à chaque fois mettre le starter. C'est le petit levier juste ici. Voilà, il faut le lever comme ça. Sinon, la moto ne démarre pas à froid. Donc c'est un peu dommage, c'est un peu contraignant, notamment que si elle est encore froide, les premières centaines de mètres, elle peut caler au feu rouge. Donc voilà, c'est un peu moins pratique qu'une moto à injection. C'est comme ça, en même temps, elle date de 2000. Elle a été produite de 98 à 2003. Donc à cette époque, on faisait encore très très majoritairement des motos alimentées par carburateur. C'est normal. Voilà, c'était la petite parenthèse. Ce que je voulais vous dire de plus, bon, je pense que vous l'avez remarqué parce que depuis tout à l'heure, je tourne autour de la moto. Regardez-moi ce pot magnifique. Je le trouve super super beau. Déjà parce qu'il est chromé, comme à peu près tout le reste de la moto. Bon, peut-être pas tout le reste, mais vous avez compris l'idée. Que ce soit le compteur, le phare, bon, la fourche, c'est normal. Les clignots, que ce soit à l'avant ou encore à l'arrière, à peu près tout est chromé sur cette moto. Donc ça lui donne vraiment un style très, très beau. Enfin, je trouve que c'est agréable à regarder. Et en fait, regardez-moi la taille du pot. Il est juste énorme. C'est vraiment énorme, énorme. Et si on va de l'autre côté, on peut apercevoir la partie non chromée du pot, parce qu'en fait ce qui est chromé c'est même pas le pot, hein, c'est le cache
qui nous empêche de nous brûler. Même si c'est vrai que là c'est l'été, j'ai pas mal roulé et... Ouais, bon c'est pas brûlant mais c'est quand même chaud, hein. Donc ça nous empêche de nous brûler, mais à mon avis il y a quand même moyen de se brûler. Et donc le pot finalement il est là. Voilà, ici présent. Donc voilà, moi je trouve que esthétiquement cette moto, elle a rien à se reprocher. Et éventuellement, elle n'est pas parfaite, hein, bien évidemment, c'est ça que je veux dire. Éventuellement, les clignots à l'avant qui sont beaucoup trop grands et disproportionnés si on regarde la moto. Il faut savoir que des clignots comme ça, il y en avait sur à peu près toutes les Honda d'une certaine époque. Et donc ils ont décidé de la mettre sur cette Cityfly aussi. Enfin, ils ont décidé de les mettre, pardon, sur cette Cityfly aussi. Ok, pourquoi pas. Mais je les trouve quand même beaucoup trop gros. Sachant qu'à l'arrière, à l'arrière, les clignots sont beaucoup plus petits. Bon, j'essaie de ne pas vous filmer la plaque. Voilà, voilà. Côté Komodo, voilà, on va aller sur les Komodo. C'est assez basique, on peut complètement éteindre les feux, mettre les feux diurnes, les feux de croisement et les pleins phares. Sachant que sur les motos plus récentes, on ne pouvait pas complètement éteindre le phare en fait. Donc voilà, ça peut être toujours sympa. Si on est en pleine journée et qu'il y a du soleil comme aujourd'hui, franchement, ça sert pas à grand chose d'allumer le phare. Même si c'est vrai que selon la loi, vous êtes obligé. Mais en réalité, bon, c'est pas très grave. Je vous encourage pas à le faire, mais à titre personnel, je le fais pas forcément. Ici, on a un coupe-circuit et le démarreur électrique. En parlant de démarreur, vous l'avez peut-être remarqué, il n'y a pas de kick. Et je trouve ça vraiment très dommage et presque surprenant. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, on faisait encore des kicks sur les motos. Regardez, ma YBR était de 2007, 2008, je sais plus. Elle avait un kick, alors que celle-là est de 2000, elle n'a pas de kick. Bon, l'année ne veut pas tout dire, hein, vous l'avez compris, mais je trouve ça vraiment dommage et surprenant qu'il n'y ait pas de kick sur une Honda comme ça. Surtout que ça irait bien dans le style de la moto et surtout dans l'idéologie de la moto. Vous savez, une petite moto un peu ancienne, un peu scrambler, etc. On la démarre au kick. Ça aurait été génial, mais malheureusement, il n'y en a pas. Bon, heureusement qu'il y a le démarreur électrique, parce qu'il y a des motos qui ont seulement un kick, mais pas de démarreur électrique. Bon, là, c'est l'inverse. Mais voilà, c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas de kick. Ensuite, le compteur. Attendez, je vais vous enlever mon support. Le compteur est très très basique, c'est-à-dire qu'on n'a pas de jauge à essence, on n'a pas de compte tour, on n'a pas d'indicateur de rapport engagé. Bon, faut pas trop en demander non plus, mais au moins un compte tour, ça aurait été sympa. Donc on a juste les kilomètres-heure, le kilométrage total, le trip, voyant de clignot, voyant de neutre et voyant de plein phare. On n'a même pas de voyant moteur pour vous dire. Donc ce compteur est très minimaliste. Finalement, est-ce qu'on a besoin de plus d'infos que ça? En réalité, pas vraiment, même si, comme je vous l'ai dit, un compte tour aurait été utile. Et même une jauge à essence, hein, pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, à cette époque, eh ben, c'était pas du tout la norme en fait de faire des jauges à essence ou d'avoir d'autres infos que la vitesse finalement et quelques voyants. Donc voilà, c'est peut-être pour ça aussi. Donc voilà, compteur très basique, mais finalement il fait le taf et j'ai envie de dire qu'on n'en demande pas plus. Le phare, parce que je vous en ai parlé tout à l'heure, la petite grille, je précise qu'elle n'est pas d'origine. Le phare éclaire très très bien et je suis très agréablement surpris. Pourquoi? Parce que la plupart des 125, et même toutes les 125 que j'ai pu avoir, que ce soit en scooter ou en moto, éclairaient vraiment mal. À part le PCX, je vous ai fait une vidéo là-dessus, c'était parmi mes premières vidéos. Le PCX éclairait très bien, mais bon, c'est un scooter récent, etc. Mais bref, toutes les 125 que j'ai pu avoir éclairaient très 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 mal. Celle-là, eh ben, je suis vraiment surpris. Elle éclaire super bien, faut peut-être pas exagérer, mais elle éclaire vraiment bien en tout cas. Que ce soit en feu de croisement ou même en plein phare, qu'on active, rappelez-vous, grâce à ce petit bouton. D'ailleurs, je les ai laissés allumer. Bon, c'est pas allumé parce que j'ai pas mis le contact, mais vous m'avez compris. Donc voilà, ça éclaire vraiment bien. Et ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool, ça fait plaisir. Et à l'arrière, le feu, eh ben, il est plutôt gros finalement. Et il se voit bien, que ce soit de loin, en pleine nuit ou même à la tombée de la nuit, il se voit bien de derrière. Donc ça c'est cool. Pour l'anecdote, ce petit trou c'est moi qui l'ai fait. J'ai voulu juste accrocher la moto, je sais même plus comment j'ai fait honnêtement. J'ai juste mis mon doigt et boum, ça a pété. Donc bon, ça c'est pas du solide ça. Bon, c'est pas très grave, hein. De toute façon, cette moto, c'est le genre de moto avec laquelle on peut tomber, on se relève, on change un levier à 5 balles et on repart. Vous voyez ce que je veux dire? Donc
C'est un peu l'idéologie de la moto. Comme je vous l'ai dit, un peu scrambler, utilitaire, tout terrain. Moi, je la trouve vraiment très très belle, très très réussie d'un point de vue esthétique. Après, d'un point de vue de performance, je vais vous en parler tout de suite. Je voulais y revenir après, mais je vais vous en parler maintenant parce que l'occasion s'est présentée, on va dire. C'est-à-dire qu'elle a une boîte 5 rapports déjà, comme la plupart des 125 finalement, de cette époque. Elle a une boîte relativement courte, c'est-à-dire que la première est très courte, donc quand on est en forêt, etc., c'est génial. En revanche, on monte très vite dans les tours, et donc au-delà des 85-90 km/h, elle aura tendance à beaucoup vibrer, et surtout, elle va pas aller bien plus vite que 95 km/h. On peut tenter un 100 si on est en légère descente. Mon max a été 110, 115, je ne sais plus exactement, dans une énorme descente. Mais en réalité, sur du plat, vous allez être dans les 90, 95 à peu près. Si vous avez beaucoup de vent de dos, vous pouvez tenter un petit 100 km/h, mais ça va être compliqué. De toute façon, cette moto, elle n'est pas faite pour aller vite. C'est-à-dire qu'on peut prendre les départementales limitées à 80, 90 sans problème, mais en fait, on va être tout le temps à fond. Et bien sûr, la voie rapide, j'allais dire, vous pouvez oublier. Non, en réalité, vous pouvez prendre la voie rapide, mais ça sera limite dangereux, c'est pas son élément, et il sera pas très à l'aise sur la voie rapide, quoi. Donc voilà, en revanche, sur une départementale limitée à 80-90, ça peut le faire. Vous allez juste être tout le temps à fond, à environ 95. Dès qu'il y a une petite montée, vous redescendez à 90. Mais ça le fait, honnêtement, ça le fait. Je vous ai parlé un peu plus tôt dans la vidéo, vers le début, du confort de la selle. Donc côté conducteur, ça va encore, j'ai envie de dire. Même si, enfin, je vous en avais parlé ou pas, je sais plus. Bref, peu importe. Même si c'est vrai qu'elle n'est pas géniale, mais ça va encore, honnêtement. En revanche, côté passager, là c'est vraiment terrible. Je comprends pas comment une selle peut être si peu confortable à l'arrière, sachant qu'à l'avant, ça va à peu près. Bref, en tout cas, côté passager, si vous prévoyez un road trip avec un passager, prenez un coussin, je sais pas, mais voilà, c'est vraiment pas génial côté passager. Le réservoir fait 12 litres et on a une autonomie d'environ 300 km, plus ou moins, ce qui donne une consommation de 4 litres au 100. En réalité, ça dépend. Si on roule vraiment à fond, ouais, on peut frôler les 4 litres au 100. Mais en réalité, si on roule tranquille, on sera plus dans les 3 litres 3, 3 litres 5, allez. Ça dépend. Donc voilà, l'autonomie dépend forcément, bien sûr, de comment vous roulez, hein, je vous apprends rien. Voilà, j'aime bien ce petit réservoir, et surtout ce bouchon de réservoir. Voilà, c'est assez sympa, et aussi chromé, hein, bien évidemment. Même si c'est vrai qu'avec le temps, regardez, ça perd un peu en qualité, que ce soit à ce niveau-là, ou même au niveau du compteur, etc. Le chrome perd un peu en qualité, c'est normal. La moto a 26 ans. Pour info, la moto a 26 ans, donc c'est totalement normal. La fourche, eh bien écoutez, elle est plutôt épaisse, je trouve, pour une petite 125 comme ça. Elle amortit plutôt bien les chocs, en fait, que ce soit les nids de poules en ville, etc., ou que ce soit les racines en forêt, ou je sais rien, j'en sais rien, les chemins, enfin bref, peu importe, elle amortit plutôt bien. Et puis ce qui est bien aussi, quand on freine seulement de l'avant, bien sûr, elle se compresse un peu, c'est normal, mais pas énormément. Sachant que sur d'autres 125, en fait, la moto s'abaisse carrément, et c'est pas du tout agréable. Alors que là, bah, ça va encore. Donc ça, c'est un point positif. À l'arrière, on a un mono amortisseur qui est plutôt bien, honnêtement. Un peu ferme, j'ai envie de dire, mais ça va encore. En revanche, il a tendance à beaucoup grincer. En même temps, j'ai fait pas mal de chemin avec. La moto a beaucoup de vécu, on va dire. Écoutez. Bon, je sais pas si vous allez l'entendre, mais en tout cas, l'amortisseur arrière grince pas mal. C'est pas très grave, hein, du moment qu'il fait le taf. C'est le principal, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Je vous ai parlé des performances. Le freinage, voilà, le freinage. À l'avant, on a un simple disque qui freine très bien, j'ai envie de dire. En revanche, à l'arrière, comme sur la plupart des 125 de cette époque, on a un tambour et un tambour qui freine très mal. Bon, très mal, j'exagère un peu, mais en réalité, il freine vraiment pas bien. Faut vraiment bien appuyer sur le frein pour que ça freine, sinon ça va juste nous ralentir, mais ça va pas vraiment freiner. Ou encore mieux, plutôt que d'appuyer comme un gros bourrin, il faut plutôt accompagner le frein arrière du frein avant ou encore du frein moteur. Mais il ne faut pas juste freiner de l'arrière comme ça, parce que sinon ça va pas réellement freiner, quoi. Ici,
on a des petites barres, que ce soit pour le passager s'il veut se tenir, que ce soit pour manœuvrer la moto à l'arrêt, ou pour mettre un support de top case. Donc ça peut être pratique, parce qu'il faut savoir que la moto n'a aucun rangement. En réalité, on peut enlever la selle si on met la clé juste ici. Bon, j'ai mis un petit serre-flex pour faire tenir les clignots, parce qu'il y a le support de clignot qui s'est barré. Mais voilà, si on insère la clé ici, on tourne, on peut ouvrir la selle. Il y a de quoi mettre votre carte grise éventuellement, mais en fait c'est tellement galère d'enlever la selle que je vous conseille pas de la laisser ici, clairement. Donc voilà, il y a un peu de place, mais on peut même pas vraiment appeler ça un rangement, quoi. Niveau béquille, on a une béquille latérale, je pense que vous l'avez vu. On n'a pas de béquille centrale, ce qui n'est pas étonnant, mais sur mon ancienne moto, la Y-Bear, il y en avait une, et c'est vrai que là, ne plus en avoir seulement une béquille latérale, ça me fait un peu bizarre, parce que pour l'entretien de la chaîne sur une moto, c'est très pratique d'avoir une béquille centrale. Comme ça, on met la moto dessus et se lève, quoi, et on peut faire tranquillement l'entretien de la chaîne qui est très détendue à mon avis. Vérification, bon, normalement on vérifie avec en étant dessus, en fait, avec son poids sur la moto, quoi, mais elle m'a l'air détendue. Et surtout pas en très bon état, on va dire. Bref, ce que je peux vous dire de plus, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Je vous ai parlé du freinage, des pneus, des performances. J'ai oublié de vous le dire, mais elle fait environ 10 chevaux, enfin elle fait 10 chevaux. Donc sachant que c'est un monocylindre refroidi par air à 2 soupapes, c'est pas étonnant, on peut pas s'attendre à beaucoup plus. Et finalement, on lui en demande pas plus, 10 chevaux c'est suffisant pour ce qu'on a besoin de faire avec cette moto. Par exemple, comme je vous l'ai dit, aller au travail, ou s'amuser dans la forêt, dans les chemins, etc. 10 chevaux c'est suffisant. Même si c'est vrai qu'à la moindre montée, on peut beaucoup perdre en vitesse en fait. Mais voilà, en tout cas pour monter des petites côtes dans la forêt, etc., 10 chevaux c'est largement suffisant. Surtout comme je vous l'ai dit, la première est relativement courte. Donc ça c'est un bon point. Mais parfois on se retrouve dans des situations où en fait on est trop en fond de première. On est limite au rupteur de la première, donc on a envie de passer la 2. Sauf que si on passe la 2, eh bien on est en sous-régime. Donc c'est des situations comme ça où il faut trouver le bon dosage. J'ai envie de dire, c'est peut-être pas le mot le plus adapté, mais vous avez compris. Voilà, le compteur va jusqu'à 120, ce qui est relativement rare. En général sur les 125 il va jusqu'à 140, voire 160 pour certaines. Mais voilà, il va jusqu'à 120, ça montre que la moto n'est pas très rapide, quoi. De toute façon, quand on voit la moto, on voit que c'est pas une moto qui est faite pour la vitesse. Bien évidemment, comme je vous l'ai dit, elle est faite pour à peu près tout, sauf pour aller vite. Clairement, c'est ça. Pour aller chercher son pain, pour s'amuser en forêt, etc. Moi, perso, je l'ai acheté pour m'amuser dans la forêt, parce que j'avais la Y-Bear avant, et honnêtement, elle était bien. Elle était même mieux que cette moto. En revanche, dans les chemins, elle était nulle. Elle avait des pneus tout fins, et surtout des pneus de route. Et c'était vraiment galère de trouver des pneus un peu plus polyvalents sur la Y-Bear dans ces dimensions-là. Du coup, je me suis dit, non, dans les chemins, elle est vraiment nulle. Moi, j'avais envie d'aller dans les chemins, dans la forêt. J'y allais déjà, mais c'était très dangereux. Et c'est pour ça que je me suis acheté cette Cityfly qui est beaucoup plus polyvalente. Même si, comme je vous l'ai dit, sachant qu'il y a un carbu, c'est plus contraignant. Elle est plus vieille, donc il y a peut-être un peu plus de choses à faire dessus, etc. Mais en tout cas, je ne regrette pas du tout mon achat parce qu'elle me satisfait pleinement cette moto. Je suis très content. Voilà, depuis tout à l'heure, je vous filme les pneus, mais les pneus sont juste incroyables. J'en suis très ravi. Et par contre, j'ai remarqué qu'ils s'usent relativement vite. C'est-à-dire qu'ils ont 2000 km, 2500 km. Et ils commencent un peu à être usés. On le voit très légèrement. Enfin, moi, je le vois parce que je sais. Mais ils commencent à être usés. C'est inquiétant. S'ils sont usés comme ça après 2500 km, faudra les changer peut-être dans les 10 000 km. De toute façon, des pneus de moto, en réalité, on les change tous les 10 000, tous les 15 000 éventuellement. Donc ça va encore. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai toujours fait en tout cas. Donc voilà. Bref, je pense que là, on a vraiment fait le tour pour le coup. Dites-moi si j'ai oublié certains points, si j'ai oublié de préciser certaines choses. Pour ceux qui ont cette moto, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous l'aimez bien, si elle est nulle, vous avez le droit de dire qu'elle est nulle, bien évidemment. Personnellement, je suis vraiment fan de cette moto. Je suis très content de mon achat. Et surtout maintenant que je la connais un peu mieux, parce que j'ai quand même pas mal roulé avec ces derniers mois, je peux vous dire que elle est presque parfaite. En tout cas pour mes besoins, pour mon utilisation, elle est presque parfaite. Même si c'est vrai que 10-15 km/h en plus en Vmax, ça aurait pas été de refus.
Et 3-4 chevaux en plus, pareil, ça aurait pas fait de mal, comme on dit. Mais de toute façon, comme je vous l'ai dit, avec ce genre de moteur, on ne peut pas s'attendre à plus de performance. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Cozorex. Salut!